Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isul Turan et j'ai avec moi ce soir Anne Trouby. Anne, bonsoir, et nous allons ensemble démarrer le second volet de cette émission consacrée à la PMA sur la question de cette technique médicale qu'est la PMA qui représente une naissance sur 33 en France pour un taux de réussite d'environ 20% par acte médical. Notre premier volet consacré à la PMA pour toutes est disponible sur le site internet lesantigones.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver nos contributions sur le site internet et désormais faire un don sur notre Tipeee. Je vous souhaite une agréable écoute. La PMA, c'est une naissance sur 32, donc on est tout à fait consciente qu'on parle d'un sujet extrêmement sensible. On veut nous faire croire, quand on lit un peu l'historique de la PMA, que c'est quelque chose qui date de Mathusalem. Et quand on va sur les sites officiels, en général, il faut remonter cette technique à la nuit des temps. Ce qui est intéressant dans ce passage historique, c'est que finalement, c'est un petit peu comme la question de l'avortement. Une des justifications de la PMA, c'est de dire que de tout temps, ça a existé. Alors qu'il y a une différence notable dans les techniques utilisées à l'heure actuelle pour obtenir des naissances quand il y a une difficulté naturelle à en avoir. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle seulement qu'en fait on obtient la technique de congélation de spermatozoïdes pour réaliser ce type d'insémination. Il faudra donc attendre le 19e siècle pour obtenir donc une congélation de spermatozoïdes pour pouvoir réaliser l'insémination avec des donneurs donc, qui vont être finalement éloignés du couple, c'est-à-dire que on va pouvoir espacer le temps entre l'éjaculation qui va permettre de récupérer les gamètes mâles et l'insémination de la femme. Au final, la problématique de la PMA et les questions sociétales qui en découlent sont finalement intrinsèquement liées à la technique, dans la mesure où les propositions en fait suivent les possibilités techniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à dissocier l'éjaculation de la fécondation, on peut récupérer les spermatozoïdes. La difficulté qui s'est posée là, c'est comment on récupère les gamètes femelles, puisqu'elles sont à l'intérieur du corps, et que là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors là, cette technique s'est mise en place bien plus tard, en effet. Et donc la technique de procréation médicalement assistée n'a en réalité de réalité que depuis 50 ans. Donc c'est finalement quelque chose de très récent, puisque en 1969, la première véritable insémination artificielle avec une stimulation des gamètes femelles aura été réalisée en Israël. Et il faudra 3 ans pour voir fleurir cette technique en France. Donc à la suite de ces premières réalisations, on va avoir des techniques qui se sont perfectionnées et on va avoir la fameuse fécondation dite in vitro, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va plus passer par le corps féminin à proprement parler, mais donc bien à la fécondation en fait du gamète femelle par le gamète mâle dans un tube à essai. Donc là, on va avoir plusieurs naissances. On va avoir celle de Louise Brand en 1978. Et pour la France, cette naissance aura lieu en 1982, la petite Amandine, qui est née donc de l'équipe du docteur René Friedman, gynécologue renommé. Et c'est à partir de là qu'on peut parler vraiment de procréation médicalement assistée. Il y a quelque chose de très important que j'ai pas dans ton explication, que j'avais lu dans un livre absolument fabuleux, Céline Lafontaine, Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie. Je vous le recommande chaudement, parce que c'est très très éclairant sur sur tout le marché du corps et toutes ses conséquences en fait éthiques. Et elle précise, quand elle parle des techniques de fécondation in vitro et de la PMA, mais plus précisément des techniques donc de fécondation in vitro, qu'elles ne sont pas neutres dans la mesure où ces technologies ont surtout été développées et testées dans le cadre de l'élevage industriel. Donc elle tire cette réflexion d'un ouvrage de la sociologue Adele Clark, Disciplining Reproduction, Modernity, American Life and the Problems of Sex. Donc, et ça, il y a une accélération très nette au cours des années 70 et 80. Et c'est sur ces techniques qui ont été testées à grande échelle dans le cadre de l'insémination artificielle, notamment pour les vaches, et qui sont appliquées aux femmes pour le traitement de l'infertilité humaine. Elle écrit donc, au-delà des importantes questions éthiques que soulève l'expérimentation au nom du désir d'enfant de méthodes issues de l'élevage industriel sur le corps des femmes, il faut bien voir qu'à travers ce transfert technologique, ce sont les valeurs productivistes de l'économie industrielle qui ont été transférées. En ayant permis de contrôler les paramètres biologiques et génétiques de la reproduction, les biotechnologies développées dans le cadre de l'agriculture industrielle sont au fondement même de la bioéconomie, dont l'objectif premier est d'accroître la productivité des êtres vivants. Donc c'est ce même modèle productiviste qu'on retrouve à la source de la médecine de reproduction, même si l'imaginaire pur et aseptisé de la fécondation in vitro
tend à faire disparaître cette dimension. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le cadre légal autour, finalement, de ces expérimentations médicales interviendra très tard. En France, il faudra attendre 1994 pour avoir un cadre d'encadrement. Et cette loi prendra cours et sera la même jusqu'en 2004. Donc les évolutions techniques ont été croissantes, puisque aujourd'hui la méthode de fécondation n'est plus simplement celle de la fécondation in vitro, mais elles se sont multipliées. Maintenant, ça regroupe vraiment le terme de procréation médicalement assistée avec des S, c'est-à-dire que ces techniques sont très variées, et elles ne seront encadrées qu'après coup. Donc le légal ne va venir, enfin la fiction juridique ne va venir encadrer le progrès technique qu'après coup. Et là encore, c'est pareil pour la PMA, c'est-à-dire que la PMA pour toutes, c'est que le cadre légal vient encadrer quelque chose qui est déjà possible depuis 50 ans en réalité. Ce qui est intéressant aussi dans ce que j'ai lu là de Céline Lafontaine, on voit qu'il y a des données qui nous échappent totalement quand on est un pur individu, un couple qui est confronté au problème de l'infertilité ou de la stérilité. C'est là où notre propos est certainement pas de juger les gens dans cette situation, leur souffrance, qui est bien réelle, hein, mais d'essayer d'éclairer tous les enjeux autour de la PMA qu'on nous cache. Parce que quand elle explique qu'il y a un imaginaire donc pur et aseptisé de la fécondation in vitro qui fait disparaître cette dimension, là, moi, je vois aussi un mensonge institutionnalisé et un mensonge qui est de l'ordre du marketing, finalement, autour de cette question de la PMA, qui serait de rendre heureux des couples en souffrance, qui serait que cette technique est là pour sauver les gens qui sont dans des situations difficiles, alors qu'en réalité, cette technique, elle relève de l'exploitation du corps des femmes. Elle relève de l'exploitation du corps des femmes parce que l'objectif, c'est la production de bébés. Et c'est certes mu par un désir, mais ça n'en reste pas moins un objectif productiviste avec un résultat donné. Et moi, la véritable question que je me pose, c'est en quelle mesure s'agit-il vraiment d'une technique médicale ? Parce que quand on parle du médical, on parle de soins curatifs, et donc de soins réels, c'est-à-dire du fait qu'une personne qui est malade, qui souffre d'une pathologie, ne va plus en souffrir. Et la PMA, pour moi, n'est pas une technique médicale. C'est-à-dire qu'elle n'enlève pas la stérilité du couple. À aucun moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout recherché. Ce qui est recherché, c'est la production de bébés. En fait, c'est pas une réponse à une dégénérescence du corps ou à une souffrance physique. C'est une réponse à une souffrance personnelle intérieure qui est issue d'un dysfonctionnement du corps, certes, mais qui ne relève pas de la pathologie en tant que telle et certainement pas d'une question de vie et de mort. On se retrouve avec des femmes qui vont faire effectivement des fécondations in vitro et qui ne vont pas régler leurs problèmes physiologiques et des hommes qui ne vont pas régler leurs problèmes physiologiques non plus quand il y a une infertilité masculine. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne fait que repousser le problème, voire même l'augmenter, puisqu'on passe outre cette barrière du corps sans s'interroger sur la cause réelle. Et les médecines aujourd'hui ne sont plus du tout tournées vers l'aspect curatif et autonomisant du corps féminin comme masculin, mais bien vers en fait une simple production de bébés sujet à un désir du maintenant. Et la procréation médicalement assistée, pour moi, quand on parle, on dit oui, mais il faudrait parler de l'assistance médicale à la procréation, pour moi, tout ça, c'est un faux débat, parce que le médical n'a rien à voir là-dedans. En fait, ça n'est pas curatif. On est dans une situation où, face à... Donc, on a la souffrance du couple, évidemment, mais cette souffrance, elle est issue d'un problème. Il y a des problèmes qui ne sont pas forcément solvables, comme par exemple le fait qu'on ait dû retirer son utérus à une femme. Il y en a d'autres qui le sont quand on n'a pas forcément... Il y a beaucoup de cas de PMA, il y a beaucoup de cas de stérilité ou d'infertilité où les médecins, finalement, bottent en touche en disant seulement, on ne voit pas pourquoi, ou alors vous avez un déficit hormonal par-ci, machin par-là. Et la réponse à ça, c'est pas d'essayer de restaurer une harmonie du corps, c'est de sortir un panel d'outils techniques pour dire, voilà les 12 manières par lesquelles on peut vous faire un bébé. Ces techniques-là, et là on revient surtout à la PMA, abîment le corps des femmes durablement. Les traitements par hormones de synthèse aussi d'ailleurs, parce que ça on parle assez peu finalement de la dépendance que ça suscite, c'est-à-dire que le corps finit par se reposer sur cette béquille et on finit avec des traitements à hormones de synthèse toute notre vie quand on commence à les prendre. Et en réalité, moi je pense que si on veut pas venir au fond du problème aujourd'hui et qu'on a eu presque une accélération de ces techniques ces 50 dernières années, c'est aussi parce qu'on se retrouve avec une stérilité de masse dont on ne veut pas parler. Aujourd'hui, autour de nous, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est pas un en passant par là, c'est 5, 6, 7, 8. C'est énorme. Et aujourd'hui, on ne veut pas
aller à la cause du problème. Ça reviendrait à traiter la question du mode de vie, des enjeux économiques qui sont sous-jacents à notre mode de vie, des perturbateurs endocriniens, etc. Et ça veut pas être vu. Des choses qui, en plus, à titre individuel, sont quand même assez difficiles à contrôler. Ça demande des choix assez radicaux d'essayer d'éviter les toxiques dans l'alimentation, dans le quotidien, dans les produits ménagers, cosmétiques, etc. Et ce qu'on élude souvent dans ces questions-là, c'est qu'on est focalisé sur la question de la reproduction du bébé, etc. Alors qu'en fait, tous ces dysfonctionnements-là, ils altèrent en profondeur la vie des femmes et la vie des couples. Moi, je reviens à un dada qui est le cycle féminin. Quand on a un dysfonctionnement hormonal, le problème n'est pas seulement d'avoir un bébé. Le problème, c'est que on est profondément lié à ce système hormonal qui crée des sautes d'humeur, qui crée des douleurs. Et en fait, on laisse les femmes aux prises avec ça. C'est-à-dire que la médecine va leur faire un bébé artificiellement. Et derrière, ces femmes-là, elles vont se retrouver chaque mois avec un cycle dysfonctionnel qui peut faire, règles hémorragiques, sautes d'humeur, au point où il y a des sautes d'humeur qui sont au point de pousser certaines femmes avec des idées noires, des idées de suicide. Il y a toute une école médicale qui s'appelle la naprotechnologie, qui est fondée sur une des MAO, donc méthode d'auto-observation, donc une méthode naturelle de régulation des naissances. Et la naprotechnologie s'intéresse en fait au fonctionnement endocrinien et s'intéresse à toutes ces questions-là en essayant, eux, de ne pas passer par la PMA, mais par une restauration du cycle féminin via, par exemple, des hormones de synthèse, via une analyse approfondie du cycle. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que comme on se base sur les observations des femmes, de leur cycle, et sur un certain nombre d'observations du système endocrinien, on a des réponses qui sont assez précises en termes de dysfonctionnement hormonal et qui sont vraiment centrées sur le vécu de chaque personne. La difficulté, c'est que les réponses qu'on va avoir ensuite sont vraiment assez focalisées sur la question de la reproduction et vont pas forcément tout être en mesure d'apporter des réponses au mal-être terrible de femmes qui ont des dysfonctionnements hormonaux. Et ça, c'est dommage. Alors après, on peut espérer que cette voie-là continue d'être explorée. Tu parles de mal-être, mais malheureusement, c'est pas que du mal-être. Le nombre de femmes qu'on voit aujourd'hui qui n'ont pas réglé leurs problèmes de cycle, qui sont des problèmes évidents, qui se retrouvent avec des adénomes hypophysaires, des ovaires polykystiques, avec de multiples opérations pouvant aller jusqu'au retrait de l'utérus, il y en a à l'appel. Des cancers du sein, il y en a à l'appel. Et personne ne se pose de questions finalement. C'est presque dans l'ordre. Étant donné qu'on n'en meurt pas, on ne s'interroge pas. Et le retrait d'un utérus, c'est quand même pas anodin. Et là, on parle de saute d'humeur, parce que c'est souvent ce qui est visible, mais les conséquences physiologiques et physiques peuvent être vraiment, vraiment dramatiques. Et elles n'arrivent souvent qu'à 50 ans. Les mouvements féministes ont beaucoup parlé en fait de tout ce qui était violence gynécologique obstétricale. Les mouvements féministes attribuent un certain nombre de ces violences au sexisme du corps médical et des médecins. Alors nous, on a donné des explications qui allaient largement au-delà de cette analyse-là, en parlant quand même du rapport au corps de la médecine moderne. On est en plein dans le sujet. Il y a quand même un vrai sujet, dans la mesure où tout ce qui n'est pas mesurable, objectivement, scientifiquement, quantifiable, est mis de côté en fait par le corps médical dans l'analyse de ce genre de problème. Je reviens à la question des sautes d'humeur. La question des sautes d'humeur, elle n'est pas inintéressante, dans la mesure où quand on lit les analyses faites par les médecins donc qui pratiquent la technologie, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de femmes dont on psychologise les problèmes hormonaux. Le constat de cette école de pensée qui prend en compte la question des humeurs dans l'analyse du cycle, c'est qu'il y a énormément de femmes qui vivent des sauts d'humeur terribles, vraiment, donc avec idées noires, idées suicidaires, qui sont mises sous antidépresseurs, au lieu que ce symptôme-là soit considéré comme un symptôme médical, alors que pourtant c'est le cas. Enfin, le biais finalement de cette technique qui n'est pas une technique médicale n'est pas le seul problème de la PMA. Il y a aussi cette question finalement de pourquoi on est aussi pressé pour ne pas tester d'autres techniques. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des couples vieux qui essaient d'avoir des enfants vieux. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est réduit à la procréation médicalement assistée dans de nombreux cas parce que le temps est compté pour ces couples. Et ça aussi, c'est une question qui touche bien plus largement que la simple question de la procréation médicalement assistée, mais qui touche la question sociétale de notre mode de vie. On a parlé de la question de la PMA pour toutes, et du coup, dans ce cadre-là, effectivement, il y a une question de stérilité construite, mais cette stérilité construite, elle se retrouve au niveau du couple homme-femme classique, dans la mesure où on a des modes de vie qui nous poussent à avoir des enfants très tard,
avec études à rallonge, métiers très prenants, la question des carrières pour les femmes, l'obligation, la nécessité du travail pour les femmes, hein, dans le cadre où le couple est profondément fragilisé. Dans ce cadre-là, le féminisme a une très claire et très nette responsabilité, dans la mesure où, quand on présente le foyer, la famille, la maternité comme une prison, je vais reprendre Simone de Beauvoir, la maternité comme un asservissement à l'espèce, forcément, la société va privilégier le développement personnel via les études et le travail. Et on va se réveiller extrêmement tard avec un désir d'enfant, pour parler moderne, non assouvi, et auquel du coup on va répondre de manière souvent technique et médicale. Parce qu'on a le nombre donc des procréations médicalement assistées, donc des PMA, mais moi j'aimerais bien avoir le nombre des couples qui passent par le secours d'un médecin pour avoir un enfant, avec des soins allant d'effectivement une petite aide hormonale à la PMA. Et à mon avis, le chiffre doit être assez effarant en fait. Il est effarant parce que le temps presse et aujourd'hui on fait la moyenne des femmes font un enfant aux alentours de la trentaine, voire 32, alors qu'avant on appelait poliment les filles qui passaient leurs 24 ans sans enfant les Catherinettes. 25 ans. 25 ans, pardon, les Catherinettes. Et ça dit bien les choses, c'est que là il y a carrément 10 ans d'écart. Voilà. On explique que on est avec une fertilité en berne, avec maintenant on est passé de 2 enfants par femme à 1,8 il me semble, depuis 2014 je crois, de 2014 à 2018. Mais en réalité, c'est pas forcément, il faut le savoir, c'est pas forcément un choix du couple. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée et qui était donc végane, plutôt féministe à la base, qui avait eu 2 enfants et qui s'épanouissait énormément dans sa maternité. Et au bout de 2 minutes de discussion, elle s'est mise à cracher son fiel et à m'expliquer la désillusion que ça avait été, le choc terrible, quand elle s'est retrouvée, après avoir eu son 2e enfant, à se dire « mais je m'épanouis dans la maternité, sauf qu'il est trop tard. Je ne peux pas en avoir un autre. On m'a menti toutes ces années, en fait. » Parce qu'elle avait remis à plus tard en se disant « il faut que je vive mes expériences. » Elle était partie vivre à l'étranger, enfin c'est super. Et elle s'est réveillée à cause du gong, quoi. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que les 2 périodes fertiles pour une femme, ça va être peu de temps après, finalement, la puberté jusqu'à la vingtaine, à 25, 27 ans éventuellement. Et puis ensuite, la deuxième période d'hyperfertilité, ça va être la quarantaine. Et le creux entre les deux, une période hyper fertile. C'est une période où, évidemment, la femme va pouvoir concevoir, mais c'est pas optimal. Et c'est pour ça, souvent, en général, il y a souvent le bébé miracle qu'on n'attendait plus à 40 ans, c'est parce qu'il y a un pic de fertilité à 40 ans. C'est une réalité. C'est le champ du signe. C'est juste avant la ménopause, en général, il y a un pic de fertilité, effectivement. Et ça, c'est aujourd'hui plus pris en compte. C'est-à-dire qu'on conçoit dans la période un petit peu basse, qui va être de la trentaine à la quarantaine, et ça, c'est un problème. Par ailleurs, il y a une nécessité économique aujourd'hui, hein, parce que quand on se retrouve avec un couple extrêmement fragile, une baisse terrible du nombre des mariages, et avec l'instauration du divorce, un mariage qui n'est pas forcément une garantie de stabilité sur le long terme, moi je comprends très bien que des femmes remettent des grossesses à plus tard. Autre exemple de conversation que j'avais eue avec une jeune femme à qui je demandais pourquoi finalement elle acceptait pas de faire un enfant avec son conjoint, dont elle partageait la vie depuis 10 ans, elle m'a dit « mais je veux en fait un engagement concret de sa part. Moi, j'ai qu'une peur, c'est de me retrouver bloquée avec lui à cause d'un enfant qu'on aurait eu en commun, tandis que lui, finalement, il fait sa vie à côté comme il veut. » Et on en revient aussi à la conception traditionnelle du mariage qui a été vécue donc, pendant les 50 dernières années grâce au courant féministe comme une terrible oppression, une prison pour les femmes, etc. Alors qu'à l'origine, le mariage était quand même une institution qui avait pour but la protection des femmes et des enfants. Parce qu'il y a un moment, quand on parle de reproduction, on est confronté nécessairement à cette injustice naturelle entre hommes et femmes, qui est que la fertilité des femmes est limitée dans le temps, et que par ailleurs, c'est elle qui porte l'enfant et qui, dans les premières années, est particulièrement attachée à sa mère, tandis que monsieur, à l'annonce d'une grossesse, peut toujours aller voir ailleurs, c'est pas un problème. Le mariage, dans ce cadre-là, avait pour but de pérenniser une union, d'assurer une sécurité au moins matérielle à la femme et aux enfants, en assurant une contrainte légale, une obligation légale du père vis-à-vis de ses enfants. C'était aussi la protection qu'offrait la présomption de paternité. Offrir un cadre légal à la naissance de n'importe quel enfant, finalement, quelle que soit sa filiation réelle, en fragilisant le mariage, en fragilisant le couple. On a fragilisé déjà la présomption de paternité qui a disparu avec la loi de 2013 du mariage pour tous, qui était cette garantie du mari d'être le père, quelle qu'en soit la réalité.
Alors, on parle des femmes comme sujet de troubles majeurs dans la fécondité, mais il y a les hommes aussi, puisqu'en fait la procréation médicalement assistée avait pour objet originel de résoudre 2 pathologies, celle de la glaire incompatible féminine, mais aussi celle de l'infertilité masculine, qui était donc la première problématique auquel répondait originellement la procréation médicalement assistée, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, sur la question de l'infertilité masculine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du temps. Parce qu'en fait, les hommes vont avoir une création de spermatozoïdes qui va se faire au cours de leur vie, de manière récurrente. Et ça veut dire qu'il faut du temps pour permettre à un spermatozoïde masculin de retrouver toute sa vigueur. Et donc, c'est un processus de soins qui est très long, quand on parle de soins. Et la procréation médicalement assistée permet de biaiser ce problème-là, en utilisant un sperme qui n'est pas forcément viable puisqu'il ne peut pas visiblement atteindre son ovule tout seul. Et donc on va permettre de biaiser ce processus de soin pour obtenir une grossesse indépendamment de la viabilité réelle du spermatozoïde. Tu parles de la question du temps long pour les spermatozoïdes masculins, mais le temps pour les gamètes des femmes est encore plus long, puisque là on retrouve l'enjeu de nos modes de vie toxiques et de la stérilité de masse. C'est que les gamètes d'une petite fille vont dépendre de sa vie in utero et donc également de la bonne santé de sa mère qui dépend de sa propre grand-mère. Donc là, on va avoir des gros problèmes de stérilité à l'avenir qui vont ne faire qu'aller croissant puisque ce mode de vie hyper consumériste, blindé de toxiques avec l'industrie agroalimentaire actuelle, n'existe que depuis 50 ans et on n'en voit pas encore l'intégralité des conséquences. Oui, parce qu'en fait, on a les spermatozoïdes masculins qui sont de plus en plus de mauvaise santé d'année en année, et ça c'est quantifiable, mais on ne peut pas savoir la qualité ovarienne d'une femme, puisqu'en fait, une petite fille naît avec tous ses ovules. Et donc, pour avoir des conséquences sur le mode de vie actuel, il faudra attendre 20 ans. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore de véritable perception de ce qui se passe de nos modes de vie, en tout cas, sur la fertilité féminine. On commence à mesurer l'ampleur du désastre quand on voit à quel point notre génération est confrontée au problème de la stérilité. C'est le début, et c'est pas terminé. Alors, je voulais revenir un petit peu sur l'article de loi, parce qu'on parle de procréation médicalement assistée de couples infertiles, puisque le cadre de loi, c'est ça aujourd'hui. Donc, je vais me permettre de juste revenir sur la définition légale. Aujourd'hui, la PMA est autorisée donc, pour les couples qui auraient un problème de fertilité avéré. Et donc, couple, l'article suivant dit un homme et une femme, ce qui sera bientôt plus le cas. Et il y a un deuxième point pour lequel aujourd'hui on peut faire une procréation médicalement assistée, c'est l'absence de transmission de maladies. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu. C'est-à-dire que, par exemple, les maladies dites héréditaires, donc c'est-à-dire des parents souffrant d'une maladie héréditaire ou ayant dans leur patrimoine génétique des maladies héréditaires, peuvent faire appel à la procréation médicalement assistée pour sélectionner les embryons. Pour sélectionner les embryons, exactement. Et donc là, c'est le second problème de la procréation médicalement assistée, qui va être cette fameuse sélection d'embryons sur des présupposés génétiques. Et bien là, c'est exactement la problématique qui est reprochée, je pense à la Fondation Le Jeune, au Téléthon, le Téléthon qui travaille sur toutes ces maladies génétiquement transmissibles. Le Téléthon avait annoncé des gros succès, avec la naissance de bébés sains, etc. Attention, là on rejoint la question de la médecine curative ou la médecine améliorative. Ces bébés sains, c'est absolument pas des bébés dont on avait soigné les maladies, c'est des bébés éprouvettes, donc on a sélectionné sur critères génétiques. Et pour un bébé sain, un bébé téléthon, il y a je ne sais combien d'embryons qui ont été jetés. Là encore, le désir parental va devenir premier. Et si aujourd'hui on s'en tient à quelques maladies qu'on a génétiquement identifiées, plus la recherche va avancer, plus on sera en mesure de faire des bébés parfaits. J'en reviens à Céline Lafontaine et à son ouvrage Le corps marché. Elle explique dans cet ouvrage-là que, je vais le reformuler avec mes mots, mais que en lieu et place de l'ancien bien commun, on a remplacé ça par une obsession pour la bonne santé commune. Ça, on peut le voir à la limite dans les discussions de comptoir, quand on parle de la responsabilité terrible, le poids pour la société des parents qui choisissent de garder leurs enfants trisomiques, du poids pour la société des fumeurs, des buveurs et de tous les gens qui ont un mode de vie aussi terrible que ça. Et dans les arguments, notamment dans les débats pour ou contre les vaccins, un argument qui
qui est souvent mis en avant plutôt que les choix individuels, c'est la question de la santé publique, qui est devenue le nouveau bien commun. Donc, pour l'instant, cette question eugénique de la sélection embryonnaire sur critères de maladie, de bonne santé, elle est encore réservée au couple, c'est encore un choix individuel. Dans quelle mesure elle va devenir un choix étatique gouvernemental ? On est en droit de s'inquiéter de ça. Quand on voit les pressions qui sont faites à l'avortement pour les femmes qui attendent des bébés potentiellement trisomiques, attention, parce que tous les tests de dépistage ne sont pas fiables à 100%, il y a toujours une marge d'erreur. Dans quelle mesure l'État va exercer des pressions et des coercitions sur les couples pour avorter des bébés qui seraient potentiellement non sains ? C'est déjà le cas avec les trisomiques, avec le dépistage généralisé et les pressions terribles que subissent les couples qui choisissent de garder leur enfant trisomique. Ça peut être le cas pour d'autres maladies. Dans quelle mesure on va favoriser aussi des naissances de couples CSP++, plutôt que des naissances chez des couples de catégories sociales moins élevées ? Oui, qui n'auraient pas réussi et donc qui n'ont pas prouvé à la société qu'ils étaient capables d'être de bons parents. Parce qu'en fait, finalement, ce fameux droit à l'enfant, c'est lié à une reconnaissance sociale. On a droit à un enfant quand on a tout réussi, c'est-à-dire qu'on va faire sa carrière, on va faire ceci, on va faire cela, et donc on a droit à un enfant. Et plus qu'à un enfant, on a le droit à un enfant viable. Et moi, je me souviendrai toujours, j'ai une sœur qui me racontait l'histoire de son professeur, qui leur expliquait à quel point la génétique avait sauvé ses enfants. Ils sont atteints d'une maladie incurable, génétique, et donc elle n'aurait jamais pu avoir des enfants sans. Et ma sœur me disait, rends-toi compte comment la procréation médicalement assistée a sauvé sa vie. Et en fait, tout est là, c'est-à-dire que c'est la vie des parents dont il est question. Jamais ceux de l'enfant, jamais ceux des aléas de la vie. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite. Par ailleurs, c'est une certaine conception de la vie des parents qui est valorisée. C'est une conception productiviste, c'est-à-dire que tu as une vie qui est valorisée socialement, tu as une vie qui est bonne, tu as une vie qui est saine, quand tu es utile à la société. Mais la vie d'un aidant familial qui aide ses parents malades, la vie d'une mère au foyer qui se consacre à l'éducation de ses enfants, ou la vie d'une personne âgée qui est plus productive, ça, par contre, ça n'a pas de valeur. Donc la vie donnée de parents pour élever un enfant qui est malade, ça n'a plus aucune valeur. Éventuellement, quand on fait un bon petit film Combini, ça fait pleurer dans les chaumières. Au-delà de ça, que dalle. Évidemment, là, on parle de ce fameux eugénisme qui est en marche. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on le répète, il y a le fameux film Bienvenue à Gattaca qui parle d'un enfant qui, justement, a été un fruit de l'amour et non pas d'une sélection génétique, qui essaie de faire sa place dans le monde. Donc un excellent film à voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ils feront tout ce qu'il est possible de faire. Et aujourd'hui, si on en est encore réduit finalement à la procréation médicalement assistée et donc à avoir recours à un gamète mâle et un gamète femelle, ça ne sera bientôt plus le cas. On parle déjà de la fusion de 2 ovules. On parle aussi de la gestation pour autrui, c'est-à-dire de faire appel à un ventre d'une autre femme. Mais qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre ? C'est que finalement, aujourd'hui, la dernière barrière physiologique qui n'a pas encore été franchie et qu'ils n'ont pas réussi à franchir, pas encore, c'est celle de l'utérus. Aujourd'hui, on peut faire grandir in vitro un embryon jusqu'à 3 mois. C'est pour ça qu'il porte le nom d'embryon d'ailleurs, c'est qu'en fait, il peut rester in vitro. Et ensuite, on peut faire naître des bébés prématurés à 5 mois, c'est-à-dire, je ne sais plus exactement ce que ça fait en semaine, mais enfin bon, voilà. Et donc il reste 3 mois, qui sont donc les 3 mois du 2e trimestre, qui se passent in utero et qu'on n'est pas encore en mesure de combler. Je dirais même d'externaliser. Parce que là, on va en revenir à la dimension productiviste de toutes ces techniques de PMA. Le but est quand même de faire, donc, tu disais, une production de bébés. Moi, je vais élargir le sujet, c'est même une production de gamètes. Parce que dans le cadre des PMA, on en profite aussi pour récupérer et des gamètes et des embryons, pour bien sûr les bienfaits de la science, de la recherche, de l'amour et des bisous. En fait, autour de ça, il y a un énorme sujet qui est celui du marché du corps, et notamment du marché du corps féminin. Et ça j'en reviens à mon dada, j'en reviens à Céline Lafontaine, qui vraiment a des paroles qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. En général, on discute de ces sujets-là à échelle purement nationale, et on n'a pas cette vue d'ensemble qu'elle propose dans son livre, où elle parle du marché de la PMA à échelle globale. On parle beaucoup de ça autour de la GPA, du commerce du corps des femmes, avec les usines à bébés en Inde, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi tout un marché qui se développe autour de la procréation assistée.
Je cite Céline Lafontaine encore une fois, « La normalisation et la démocratisation du retour à la procréation assistée ont eu pour conséquence le développement d'une libre concurrence de cette industrie à l'échelle internationale. Alimentée par la logique consumériste de la baisse des coûts et par la volonté de contourner les cadres juridiques nationaux limitant le don d'ovules, le commerce de ces précieuses cellules féminines s'est développé dans les zones les plus permissives, telles que l'Espagne et Chypre, qui occupent une place centrale dans le domaine du tourisme de reproduction. » Grosso modo, on se retrouve face à un grand marché de la reproduction, où on va bientôt pouvoir faire ses courses de bout en bout en faisant un petit tour du monde. On va aller chercher des gamètes en Espagne, on va ensuite aller chercher son ventre en Inde, et on va se retrouver avec un bébé qu'on va renvoyer en France pour être légalement adopté. Le problème de ça, c'est que encore une fois, on se retrouve face à des inégalités sociales terribles, et des inégalités d'ailleurs internationales, puisqu'il y a des pays qui se retrouvent au statut d'usine, dans lesquels on délocalise la production de bébés, et les pays consommateurs qui achètent ces petits bébés sur mesure. En plus, on parlait d'eugénisme, faut pas oublier que les pays dans lesquels, les pays dont l'économie repose aussi sur ce commerce des corps, ont souvent des cadres juridiques beaucoup plus flexibles pour autoriser ces pratiques eugénistes. Parce qu'on est bien gentil en France de dire que nous, on n'autorisera jamais la sélection génétique sur le sexe de l'enfant. C'est possible en Inde. Et puisque la plupart des GPA se font en Inde, il y aura sélection génétique en fonction du sexe, évidemment. Il y a toute une économie qui est fondée sur ces techniques de la PMA, toute une industrie, toute une économie des gamètes féminines, et notamment des gamètes féminines qui sont les plus précieuses, puisque ce sont les plus difficiles à obtenir et qu'on les obtient en nombre réduit. Et là, on se retrouve avec des cliniques en Inde, par exemple, qui vont offrir des traitements de fertilité aux femmes en échange d'ovules ou d'embryons surnuméraires. Il ne faut pas oublier que dans le cadre d'une PMA, en général, on a, lorsqu'il y a fécondation in vitro, on a souvent des embryons surnuméraires. Alors, certains peuvent choisir de faire implanter tous les embryons dans le corps de la future maman, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve souvent avec des embryons congelés, et c'est les parents qui décident ce qu'ils vont faire de ces embryons surnuméraires. On constate que la plupart du temps, ces embryons sont donnés à la science, parce qu'il est très difficile psychologiquement pour ces parents qui, de façon assez paradoxale, les considèrent vraiment comme des enfants au final. De les donner à d'autres couples qui chercheraient à faire une PMA, mais qui ne pourraient pas, dont la qualité des gamètes ne serait pas suffisante pour ça. Donc la science et la recherche médicale, qui est focalisée sur les embryons et les potentialités qu'offriraient les cellules souches embryonnaires spécifiquement, parce qu'il y a tout un imaginaire attaché à ça par rapport aux cellules souches qu'on peut retrouver par exemple dans le cordon ombilical ou dans le sang menstruel, parce qu'il y en a aussi là-dedans. Il y a un imaginaire autour de ça qui fait qu'on surinvestit les embryons et qu'il y a tout un marché autour de ça sur lequel repose la recherche médicale. Recherche médicale qui ne cherche pas à amoindrir les souffrances des femmes dans cette recherche de dons d'ovocytes, puisque on n'a pas abordé cette question, mais ces processus médicaux sont très longs, on l'a dit, mais aussi extrêmement douloureux pour les femmes. C'est invasif. Et ça abîme le corps des femmes. Je prends quelques exemples de Céline Lafontaine. Régulièrement, pour une PMA, on va donc chercher à extraire extraire des ovules du corps de la future mère. Et pour ce faire, on va procéder on va faire une surstimulation ovarienne. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord des hormones pour arrêter le cycle de la femme. Ensuite, au moment choisi, on va reprendre des hormones pour provoquer une surstimulation ovarienne. Et ça, c'est un choc hormonal très violent. Il y a des cas de mort. Faut quand même le savoir, parce que le corps, normalement, d'une femme ne produit qu'un ovule par cycle. Exceptionnellement, c'est le cas des faux jumeaux, 2 ovules. Là, avec une surstimulation ovarienne, on est proche de la dizaine d'ovules. Imaginez quand même le choc hormonal pour en arriver là. Ensuite, il faut extraire les ovocytes du corps de la femme, une opération qui n'est pas neutre non plus, qui présente de graves dangers pour le corps des femmes. Ensuite, c'est la fécondation in vitro et l'implantation des embryons ainsi conçus dans le corps de la patiente, avec les risques qu'on connaît qui entourent les grossesses multiples, parce que la nature ne prévoit pas qu'on accouche de quadruplés, de quintuplés, etc. On a des risques à chaque étape du processus, et par ailleurs, tous ces processus-là laissent des traces sur le corps des femmes. C'est-à-dire que
on est là sur des corps qui ont potentiellement des dérèglements hormonaux. Et qu'est-ce qu'on choisit de faire? De leur balancer des hormones à haute dose et de créer un nouveau choc hormonal. Il faut imaginer l'état du cycle féminin après un tel traitement. C'est-à-dire que dans ce cas, on obtient un petit bébé miracle par PMA, voire éventuellement un deuxième. Et derrière, on arrive avec une femme épuisée, avec un corps profondément dysfonctionnel. On parle toujours de ces fameuses hommes qui ont un premier enfant par PMA, puis ensuite les autres naturellement. Oui, dans des cadres où en fait il n'y avait pas de problème. Et ça, je pense qu'il faut aussi le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, un traitement naturel aurait tout à fait pu suffire et qu'en fait, tout allait bien. Et c'est plutôt dans le cas où ça n'allait vraiment pas que les choses ne font que décroître et aller de mal en pire. Je pense on peut dire que la procréation médicalement assistée, c'est une lutte contre l'humain à plusieurs titres. Une lutte contre l'humain, c'est-à-dire contre les femmes et les hommes qui vont avoir un recours à ça, c'est-à-dire on abîme le couple, on abîme le corps des femmes, et c'est aussi contre l'enfant à venir, qui lui va être un enfant issu d'un acte violent, médicalement violent. Et quand on sera à l'utérus artificiel, on sera avec des surhumains, donc c'est-à-dire au-delà de l'humain, des enfants trafiqués, etc. Et je pense que la procréation médicalement assistée, on peut vraiment dire qu'elle a dès ses origines quelque chose qui est contre l'humanité. Et alors, nous avons abordé cette question de la procréation médicalement assistée comme n'en étant pas une, mais pour les couples aujourd'hui qui souffrent de telles pathologies, il y a des réponses. On a cité la naprotechnologie qui est une semi-réponse. C'est une méthode américaine qui permet de ne pas passer à proprement parler par les solutions in vitro classiques. Et qui est déjà dans un chemin qui est profondément positif et qui est curatif dans la mesure où il y a quand même une recherche de restauration du cycle féminin. Alors, c'est pas parfait, évidemment, mais on est déjà dans une vision de la médecine qui est beaucoup plus saine que la vision améliorative qui est associée à la PMA. Et puis, il va y avoir tout ce qui va être de l'ordre de thérapeutique moins considéré aujourd'hui, comme celles qui vont traiter de l'alimentaire, mais aussi celles en phytothérapie. Il y a d'excellents résultats. J'ai quand même plusieurs personnes de mon entourage qui ont réglé des problèmes hormonaux assez difficiles à vivre par des rééquilibrages alimentaires et des prises de plantes spécifiques. Et ça sur des délais allant de 6 mois à 1 an, donc c'est pas spécialement plus long qu'une PMA, hein, et en passant par l'accompagnement essentiellement de naturopathes. La difficulté, c'est que ces techniques-là, étant beaucoup plus difficilement mesurables, hein, parce que les plantes sont déjà étudiées par la médecine moderne dans la mesure où on essaie d'isoler des molécules actives dans certaines plantes pour concevoir des médicaments. La difficulté, c'est que l'action des plantes, elle repose souvent sur l'intégralité, sur une synergie qui n'est pas décomposable et donc qui ne rentre pas dans les critères scientifiques modernes. Après, c'est des techniques qui, à mon avis, fonctionnent. Donc, si jamais vous êtes confronté un jour dans votre vie à ce genre de difficultés, on peut vraiment que vous pousser à commencer votre cheminement par ce genre de thérapie qui est plus respectueuse, à mon avis, de l'intimité du couple, qui est plus respectueuse du corps des femmes et du corps des hommes, et qui va vous permettre surtout de restaurer une autonomie du corps et une autonomie du couple, et vous permettre de faire un bébé tout seul et pas avec l'aide d'un médecin. Et ça, c'est précieux. Et puis, on parle assez peu finalement des troubles, on a abordé légèrement les troubles prémenstruels. Quand faut-il commencer ce genre de thérapie, ou du moins s'interroger sur les méthodes alternatives? Et bien souvent assez jeune, parce qu'une jeune fille qui souffre de syndrome prémenstruel douloureux, ça n'est pas normal. Des règles hémorragiques, ça n'est pas normal. Voilà, la puberté peut être aussi la mise en valeur de certaines problématiques qui, très jeunes, peuvent aller que vers le soin et vers le mieux. On parle de naturopathes, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gynécologues très bien qui font ce genre de travail. Donc certains du corps médical font cet effort, c'est une réalité. Et là-dessus, je dirais qu'il y a aussi une vigilance des mères à l'égard de leurs filles, pour ne pas considérer une souffrance ou des sautes d'humeur comme étant quelque chose de normal. Non, ça n'est pas normal. Une femme qui va bien, c'est une femme qui va avoir 2 périodes dans son cycle. Une qui va être vraiment boostée par tout ce qui va être de l'ordre de la motivation, et une seconde par la réalité. Mais à aucun moment, ça n'est une phase dépressive. Et ça, il y a un moment donné, il faut se le mettre dans la tête. Et une jeune fille qui va souffrir de ce type de trouble doit être orientée vers des gens compétents,
Et là, pour le coup, vaut mieux passer, à mon avis, par des nutritionnistes, des naturopathes, des choses très douces, et pas forcément orienter directement vers un gynécologue parce qu'il n'y a pas de problème avéré. Enfin, il faut évidemment vérifier qu'il n'y a pas de problème avéré, mais quand il n'y en a pas, il faut s'orienter vers des choses douces et être à la recherche d'alternatives assez rapidement pour que quand elle arrive à 35 ans et qu'elle veut un bébé, eh bien, ce soit possible. Ou idéalement, peut-être un peu plus jeune que ça. On lui souhaite. Un conseil personnel là-dessus, c'est faut pas hésiter à aller voir effectivement un gynéco et récupérer les bilans sanguins qui vont être faits pour ensuite se diriger vers un autre praticien si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont des solutions qui vont être proposées. On adopte à l'heure actuelle une position d'infériorité par rapport au corps médical et c'est dommage. Il y a un moment, on a le droit de refuser certains soins, pas forcément de manière totalement hermétique, mais en disant attendez, je prends le temps d'y réfléchir, je prends le temps d'explorer d'autres solutions, et c'est d'autant plus vrai dans ce genre de situations qui ne sont pas des situations de vie et de mort. Donc ça vaut le coup de tenter autre chose avant, ça vaut le coup d'aller voir plusieurs personnes, et là, les pères et les mères ont une vraie responsabilité pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il leur est dit, pour exercer leur esprit critique là-dessus, et être vigilant à ce que la réponse à un dysfonctionnement hormonal soit pas une prise de pilule pour une gamine de 15 ans, quoi. Et c'est d'autant plus important à ces âges-là que en fait, c'est des âges où on va implémenter des super bonnes habitudes alimentaires, des super bonnes habitudes de vie. Et quand on fonctionne de concert avec son ado et qu'on explique l'importance d'une bonne alimentation, de faire attention à pas absorber de toxiques, etc., là, on va en faire un adulte responsable qui sera capable de prendre soin de sa propre santé, qui sera autonome et qui sera en mesure d'élever des enfants eux-mêmes autonomes et en bonne santé. Donc on conclut sur cette note positive. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Et ces problèmes-là ne sont pas une fatalité. Il y a des réponses qui existent, même si elles ne sont pas publicitées. On n'est pas juste en train de cracher dans la soupe. Il y a des vraies propositions derrière toute cette critique qu'on vient de vous proposer. Nous allons clôturer là l'émission. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée. Merci Anne. Merci à tous. Je vous renvoie sur notre site pour d'autres articles que nous avions écrits sur la PMA et sur ces questions de la stérilité, des maladies féminines et du cycle féminin. Donc www.lesantigones.fr. Vous pouvez aussi retrouver notre actualité sur notre Facebook. Au revoir.